Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission Avec Judith, diffusée sur YouTube Première et toutes les plateformes de podcast. Nous recevons Eva Joly, connue pour avoir révélé l'affaire Elf, le plus grand scandale d'État en France. Bonjour Eva Joly. Bonjour. Vous êtes franco-norvégienne, aujourd'hui avocate au barreau de Paris, ancienne juge d'instruction au pôle financier du Palais de justice de Paris. Le public vous a découvert lors de votre instruction de l'affaire Elf, un scandale d'État. Vous avez été également une femme politique, engagée chez les Verts, élue députée européenne en 2009, candidate à l'élection présidentielle en 2012. Et vous avez écrit pour Europe Écologie Les Verts. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier, J'ai passé une nuit d'hiver dehors, vos mémoires aux éditions Les Arènes. Toujours aux éditions Les Arènes, Eva Joly, La force qui nous manque. Et puis, deux polars à signaler, coécrits avec Judith Pérignon, Les yeux de Lyra, inspirés de faits réels, tout comme la suite, French Uranium. Mais avant de commencer notre entretien qui est consacré au changement dans la vie, vous vouliez revenir sur la situation au Moyen-Orient et sur les toutes dernières déclarations du président américain Donald Trump. Oui, je trouve que la situation est évidemment très, très inquiétante. On voit bien que le but du guerre n'était pas du tout clair pour ce précédent et le grand malheur pour nous tous, c'est d'avoir un président qui nie le réel, qui ment, qui, nie les réchauffements climatiques et qui nie les sciences. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les sciences américaines sont en chute libre. Les universités n'ont plus de liberté. Donc c'est pour moi, terriblement dangereux d'avoir un homme de si peu de qualité à la tête du plus grand armée du monde et quand on sait en plus qu'il a licencié, se débarrassé de toutes les personnes qui connaissaient le métier, c'est-à-dire, le chef des renseignements, du FBI, de la de prosecution, d'action publique et il a mis en fait des sous-ofs, ou des personnes qui lui plaît. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que rien n'est maîtrisé et comme c'est notre avenir commun, je trouve ça une situation très angoissante, oui. Le président donc, qui se comporte comme un incendiaire. Ouais. Mais venons-en donc à notre Et surtout, entretien. je veux dire, c'est quelqu'un qui ne lit pas, qui n'écoute pas. Quand vous devez prendre la mesure d'un problème, c'est difficile d'être seul. Vous avez les gens, par exemple en France, au Quai d'Orsay, il y a 50 personnes qui connaissent bien, l'Iran et je suis sûre qu'avant de prendre une décision, Macron consulte tout ça. Le président américain, il fait confiance que à son instinct et quand les situations sont compliquées, on peut craindre que les instances, c'est pas assez comme, fondement pour prise de décision. Oui. Et d'ailleurs, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne ont refusé de coopérer. Ils avaient raison. On en vient à notre entretien. Eva Joly, vous êtes née en 1943 en Norvège. C'était alors un pays pauvre, marqué par les pénuries de l'après-guerre. Mais la société était imprégnée de valeurs d'égalité, de solidarité, de modestie. Et ces valeurs, elles étaient portées par le protestantisme, qui était religion d'État, et par l'État social, avec de nombreux services publics gratuits. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors la Norvège, a évolué comme tous les pays. Maintenant, nous sommes le pays le deuxième plus riche par PIB par habitant. Ça grâce à la très bonne gestion, de la rente pétrolière parce que l'État norvégien avait décidé de devenir l'exploitant de cette ressource et ne pas les laisser aux multinationales. Et donc ça, c'était une excellente décision. Ils sont très bien gérés. Donc aujourd'hui, la Norvège est un pays riche. Mais les valeurs que moi avec lesquelles moi j'ai grandi, je dirais qu'ils n'existent plus. C'est c'est un pays maintenant très libéral. Heu, et ce qui les caractérise aussi, c'est qu'ils n'ont pas vraiment modifié leurs institutions par rapport à la société de confiance que nous avions et cela donne de très mauvais résultats
parce que la confiance aujourd'hui est abusée. Et nous le voyons dans l'affaire Epstein, par exemple, où il y a beaucoup de Norvégiens impliqués, des Norvégiens qui avaient des positions importantes, comme Torbjørn Jagland, ancien Premier ministre, qui a précédé le Conseil de l'Europe. Il est pris dans l'affaire Epstein pour avoir demandé de l'aide pour le financement d'un appartement à Oslo. Euh, c'est donc une chute assez incroyable. De même, on voit l'ancien ministre des Affaires étrangères, on voit un couple très connu de diplomates qui se sont bien enrichis et où on voit bien que les valeurs de d'essence, d'être quelqu'un de bien, de moral, ils ont disparu un peu de l'horizon. Alors vos parents étaient des artisans pauvres, mais c'était pas la misère. Votre père cultivait sans cesse l'art d'être père, dites-vous. Ce sont votre, grand-mère donc et votre mère qui ont joué un rôle essentiel dans votre éducation. Oui, alors moi j'aime bien penser que je viens d'une famille où les femmes jouent un rôle important, c'est souvent le cas. Mais chez nous, c'était très net. D'abord parce que ma mère, à cette époque, ma mère est née en 1917 et elle avait, poussé ses études assez loin, ce qui était relativement rare. Et ma grand-mère était une femme moderne, elle a divorcé, Mmh. ce qui ne se faisait pas beaucoup À l'époque. et elle a élevé, toute seule ses 2 enfants. Elle était coiffeuse et chanteuse à ses heures perdues. D'air d'opéra. Elle avait une voix sublime, oui. Et j'avais aussi une arrière-grand-mère qui avait été institutrice et ça me rendait très fière. Et alors, votre mère, elle apprenait à vous méfier des hommes, puisqu'elle disait: «Les hommes, ils viennent vous bousiller». Oui, c'est sûr que dans ma génération où il y avait pas la pilule et nous n'avions pas vraiment facilement accès, à la prévention des grossesses, la grande crainte des mères était la grossesse de leur fille, ça c'est sûr. Parce que d'abord, c'était très mal vu socialement d'être fille-mère et ensuite parce que ça arrêtait vos études et que, la vie s'arrêtait et ça, c'est parmi les grands progrès que nous avons faits. Aujourd'hui, plus de la moitié des enfants sont nés hors mariage et ce n'est plus un problème. Ouais. Et vous dites: «Je suis partie avec un beau capital dans la vie», donc c'était une sécurité, ça c'est la réminiscence de votre sécurité affective de votre enfance en Norvège, hein, en fait? Oui, je pense, c'est-à-dire, j'ai beaucoup roulé ma bosse, j'étais procureur pour enfants, j'ai travaillé avec les juges par enfants, par exemple, et j'ai vu les dégâts sur les enfants quand les parents sont défaillants et quand il y a pas l'amour des parents. C'est quelque chose dont on guérit très difficilement. Ça prend du temps et donc j'estime que d'avoir pour des parents, de donner confiance à leurs enfants dans leurs capacités, c'est une victoire. Vous aviez décidé d'étudier le français, une langue très difficile, écrivez-vous, Oui. et c'est comme cela alors que vous arrivez à Paris comme jeune fille au pair, à l'âge de 21 ans. Alors quel souvenir vous avez de cette première rencontre avec la capitale? Et quand on compare la France et la Norvège, qu'est-ce qui vous choque dans le mode de vie, dans la culture des Français? Et qu'est-ce qui vous séduit? Oui. Il faut se rendre compte que en Europe, en 64, lorsque j'arrive, en France, probablement que la Norvège et la France, c'est vraiment à l'opposé, heu, au sein de l'Union européenne. Donc la Norvège est une société très égalitaire où, le fils du premier ministre fréquente le même lycée que moi, où il habite en HLM et il circule en vélo. Donc ça, c'est la Norvège. En France, les classes sociales sont très marquées. Et lorsque j'arrive en France, je découvre, de qu'il y a des bonnes, par exemple, et que les bonnes sont assez méprisées. Je découvre les concierges, on lit les classes sociales dans la rue et surtout en France, il y a des écoles privées, il y a les hôpitaux privés, il y a le fait que les bourgeois peuvent vivre leur vie avec leurs propres institutions, et ne pas être gênés par, heu les ouvriers, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas vraiment mélangé et donc ça, c'est très différent
de ma culture égalitaire. Alors, est-ce que ça me choque? Je pense que heu, je s je suis aussi très admirative. Je me rends compte très vite de mes lacunes, du fait que j'ai peu de culture, que je dois énormément travailler pour rattraper mon ignorance, en littérature, en musique, en art et hem et et donc j'admire, j'admire ce que je vois et je trouve aussi la présence de l'histoire, elle est très prégnante. C'est-à-dire vous vous promenez, heu, autour de Panthéon et vous voyez les maisons dans lesquelles ont vécu, les philosophes, les grands auteurs et c'est très impressionnant parce que la France a un capital immobilier fabuleux. Nous avons des maisons, très anciennes. Nous avons à Paris des maisons du 16e. En Norvège, nous n'avons pas ça parce que les constructions sont en bois et le bois brûle. Donc en fait, les monuments sont rares. Nous avons les stavkirker, les églises en bois debout. C'est ce que nous avons de plus précieux, mais sinon, toutes les constructions ont flambé à un moment ou à un autre. Donc ça aussi, ça m'impressionne. Le fait que je peux aller dans une auberge où peut-être Voltaire, s'est nourri et cette proximité des autres à travers l'histoire m'impressionne beaucoup. Mmh. Et alors votre vie va être bouleversée par, les coïncidences. Vous écrivez que vous êtes une fille du hasard et donc première coïncidence, vous allez être adoptée comme jeune femme de compagnie par la famille Joly, une famille, bourgeoise, parisienne, riche et Jean-Paul Joly est un ophtalmologiste célèbre et il va devenir à contre-cœur votre beau-père. Oui, ça va prendre un peu de temps. C'est pas fait tout de suite et donc je suis chez eux en charge de mettre la table, de faire la vaisselle, de ranger un peu et de prendre mes repas avec eux et évidemment, ça, c'est un poste d'observation formidable pour quelqu'un qui vient d'arriver, d'observer, d'abord, les façons dont ils vivent, les réceptions et ils sont d'abord très gentils avec moi. Je veux dire, ils me mettent beaucoup en valeur, ils me font, intervenir dans leur réception, ils s'amusent de mes erreurs de français, ils sont très bienveillants. Mais ils avaient, 4 enfants, dont un très beau garçon qui avait 2 années de plus que moi et donc c'était très risqué et on s'est beaucoup plu tout de suite et nous sommes, devenus, bon, je dirais à bout de quelques mois, très amoureux et désireux de faire notre vie ensemble. Donc s'il s'agit de Mmh. Pascal Joly, je vais montrer, cette photo. Voilà, que l'on voit, on vous voit tous les 2 effectivement, très amoureux. Et alors vous allez épouser Pascal Joly, qui deviendra médecin généraliste, dans l'Essonne. Vous, vous êtes inscrite en droit, vous avez aidé votre mari, vous avez eu 2 enfants, Caroline et Julien, et vous travaillez comme conseillère juridique à l'hôpital psychiatrique de l'Essonne. Alors racontez-nous comment vous êtes devenue ensuite magistrate à l'âge de 37 ans? Ça, ce n'est pas compliqué. J'avais donc un service juridique à l'hôpital psychiatrique où je m'occupais des malades hospitalisés et de leurs problèmes de toutes sortes et donc c'est une espèce d'introduction, grandeur nature à tous les problèmes que, les malades peuvent avoir. En fait, qui sont les mêmes que beaucoup de gens. Ils sont reconnus des enfants qui n'étaient pas à eux, ils n'ont pas reconnu ceux qui étaient à eux, ils n'ont pas liquidé leur succession, leur communauté. Bon bref, c'était un travail très très complet, légal et puis, au bout de quelques années, il y a le concours Père-Fitte. Père-Fitte est ministre de la justice. Au début de l'année 81, il décide de recruter, des magistrats entre 35 et 50 ans parce qu'il y a un trou Mmh. démographique
et il y avait une publicité dans le métro qui disait: «Devenez magistrat, un métier dynamique» et je vois cette affiche, Dans le la métro. veille de clôture de l'inscription. Il fallait s'adresser au procureur de son domicile. Donc je vais retirer le dossier au parquet d'Évry, je le remplis et je passe le concours au printemps 81, Que vous réussissez brillamment. que j'ai réussi, oui, et donc mon premier poste, va être comme substitut à Orléans et donc ça, c'est quand même Ça, c'est quand même une vraie coïncidence, c'est par une affiche dans le métro. absolument, c'est pas une affiche dans le métro et le fait que je calcule que je rentre juste à le créneau, j'ai 37, donc j'ai 2 ans de plus et il fallait 8 ans d'expérience, si on était, dans un service juridique public et c'était exactement mon cas. J'étais depuis 8 ans là et donc je remplissais les conditions et surtout, j'avais regardé le concours et il n'y avait pas d'épreuve de culture générale. Il n'y avait que des épreuves techniques et là, je me suis dit: «J'ai toutes mes chances» parce que j'étais très consciente du fait que, n'ayant pas grandi en France, les épreuves de culture générale sont beaucoup plus dures pour les étrangers. Et donc là, je me suis dit: «J'ai toutes mes chances». Et alors en 1989, à 46 ans, nouveau tournant vers les entreprises en difficulté pendant 3 ans. Vous avez même, il Oui, s'agit même d'en sauver. Puis vous intégrez la section financière du parquet et votre premier grand dossier financier, c'est l'affaire Tapie, qui habite un hôtel, particulier en plein cœur de Paris, rue des Saints-Pères. voilà, de 1 800 m² et qui ne paye pas d'impôts. Oui, alors ça, c'était une bizarrerie. Bana Tapie ne payait pas d'impôts, de toute façon générale, depuis très longtemps. Mais il existait une disposition à l'époque qui disait que lorsque vous étiez non imposable, vous étiez aussi exonéré de la taxe, d'habitation. Donc voilà, c'est une anomalie, on peut dire. Mais, l'enquête portait sur, heu, comment il déduisait le déficit de l'exploitation de Phocia, qui était un bateau, de ses revenus. C'était un petit dossier en réalité, mais dans lequel il va être condamné et il va être condamné à de la prison ferme de 6 mois pour, fraude fiscale dans ce dossier. Mmh. Et alors c'était un personnage, charismatique, on s'en souvient, Oui. et devenu comédien, il vous invite, régulièrement, il vous envoie des invitations à Nous des n'avions spectacles? pas de mauvaises relations, au bout de quelque temps. Les débuts étaient un peu intenses, je Oui. dirais, parce que, quand la police l'a interpellé un matin, heu, il s'est approché de ses fenêtres sur la rue de Saint-Père. Il a ouvert, il est monté sur une malle, je crois, il a dit: «La police fasciste m'arrête» et il voulait pas s'habiller et c'est j'avais dit à la brigade financière: «Ça ne fait rien, vous lui mettez une serviette, me l'amenez» et Vous lui mettez une serviette et vous me l'amenez? Donc il a fini par s'habiller, il a ouais, il a fini par s'habiller et par venir et c'était le début un peu turbulent de nos relations. Mais en fait, je l'ai mis en examen, je fais l'enquête très rapidement, en 6 mois, je crois. Je l'ai renvoyé et ensuite, il y a eu d'autres dossiers qui l'impliquaient et non, je dirais que nos relations se sont normalisées et je ne l'ai jamais détenu en provisoirement, ni même mis une caution parce que je n'avais pas une vision assez claire sur, les moyens dont il disposait et je ne voulais pas qu'il soit dans une position où il ne pourrait pas honorer, le cautionnement et m'obliger à le changer donc nos relations étaient assez apaisées et donc je trouvais assez amusant qu'il m'invitait pour ce spectacle. Je n'y allais pas. mais la grande affaire qui va vous rendre célèbre et que vous allez payer très cher, sur le plan personnel, c'est l'affaire Elf, qui va durer 8 ans, de 1994 à 2002, et là, vous débobinez, l'écheveau de ce scandale d'État. Oui, alors ça, c'est un énorme dossier effectivement, mais il a démarré, tout doucement avec quelques feuillets, qui venaient de ce qu'on appelait à l'époque la COB,
donc l'autorité de régulation des marchés, et qui soulignait que les comptes de l'entreprise Biederman n'étaient pas fidèles. Il suspectait qu'il avait surévalué les filiales américaines qu'il avait. Donc c'était ça le début de l'affaire Elf. Et Biederman, oui, une entreprise de textile. c'est l'entreprise de textile. Il avait racheté des grandes marques américaines. Il fabriquait aussi des uniformes et ces usines étaient en Corrèze. Et donc c'est en me penchant sur le compte de Biederman que je découvre que Elf a investi pas mal d'argent chez Biederman, et cela ne me paraissait pas complètement naturel. Pourquoi est-ce qu'une compagnie pétrolière investisse dans la confection, dans une entreprise qui est en difficulté? Parce que, comme vous l'avez dit, avant de devenir juge d'instruction en matière financière, je travaillais au Trésor comme SAMU pour les entreprises en difficulté, et je savais que les entreprises de Biederman étaient en grave difficulté. Donc voilà, je me suis donc intéressée à Ça cette vous a mis la investissement. puce à l'oreille. Et c'est à partir de là, j'ai interrogé le directeur financier d'Elf pour avoir des explications, et à partir de là, je tirais les fils qui ont abouti à ce que nous démontrons, moi, Laurence Wisniewski et Renaud van Ruymbeck, un détournement de plus de 3 milliards de francs à l'époque. Et la plupart de ces fonds allaient aux dirigeants de l'entreprise. Une petite partie servait au financement politique, mais en fait, c'était quand même, euh, c'était là, ils étaient là pour s'enrichir, C'est la clairement. corruption donc qui était organisée par le PDG d'Elf, Loïc Le Floch-Prigent, en complicité aussi avec le président du Gabon, Omar Bongo, par exemple. Et vous écrivez: «Ces gens vivent littéralement au-dessus des lois. Un jour, l'un des témoins du dossier Elf m'a fait part d'opérations similaires chez Total. J'ai communiqué la pièce au parquet. Il n'y a pas eu de suite au nom de la raison d'État.» J'imagine, oui. C'est-à-dire que vous voyez bien que l'affaire Elf est un accident. C'est une surprise parce que je n'étais pas saisie d'Elf. J'étais saisie de comptes inexacts Biederman, ce qui n'avait pas grande importance pour quiconque, sauf pour Biederman peut-être. Mais en tirant le fil et étant aussi soutenue par les parquetiers, et j'avais vraiment de très bons parquetiers avec moi, comme Anne-Josée Fulcheras euh, et d'autres, et qui m'ont délivré ce qu'on appelle les supplétifs, c'est-à-dire qui ont autorisé à ce que je continue à enquêter sur le nouveau fait que je découvrais, qui concernait donc Elf. Et on voit bien que le dossier qui était destiné à simplement aboutir à des présentations de comptes inexacts Biederman devient très rapidement l'affaire Elf. Et là, ce n'est pas simplement présentation de comptes inexacts, mais c'est vraiment des abus de biens en très grande largeur. Parce que, si vous voulez, si on compare les chiffres, j'ai enquêté sur 3 années, et en 3 années, on voit qu'il y a un quart de leur chiffre d'affaires qui est détourné. Donc c'était énorme. Et votre enquête vous a mené à Roland Dumas, qui est à l'époque président du Conseil constitutionnel. Et c'est chez sa maîtresse Christine de Viégeoncourt que vous trouvez la facture de 13 000 francs pour une paire de chaussures faites sur mesure. Et c'est cette découverte qui va choquer la population française, plus d'ailleurs que les milliards de francs ou les centaines de millions de francs de détournement. Donc ce qui choque, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est la paire de chaussures. Il faut bien se rendre compte que les gens ne comprennent pas les milliards. Hein. Ils ne prennent pas les grands chiffres, c'est difficile à comprendre. Déjà, les millions, pour beaucoup de gens, c'est compliqué, mais les milliards, on se perd. Et quand on vient aux trillions, c'est-à-dire aux milliers de milliards, les gens sont perdus. Donc, il quand il entend qu'il y a 1 milliard, c'est très abstrait. Il ne se les représente pas. Par contre, 13 000 francs pour une paire de chaussures, alors
que la plupart des gens achetaient leurs chaussures chez André pour 70 € ou 80, Ça parle. là, ça parle et ça donne un peu la dimension et c'était évidemment une, une trouvaille qui m'inquiétait un peu parce que j'avais peur que d'aucuns le trouvent ridicule, que je m'occupe d'une facture de 13 000 €. Mais de l'autre côté, c'était aussi la preuve que Christine Devier-Chancourt utilisait sa carte bancaire où elle tirait directement sur le fonds ELF à travers un compte en Suisse, à Genève. Je prouvais le lien entre eux parce que c'était fait sur mesure. Donc, on ne pouvait pas dire que c'est pas moi. Donc là, on vous voit, vous venez de perquisitionner chez Roland Dumas et vous allez où là? Eva Joly. Alors, il y a évidemment la perquisition, elle n'est pas faite à cause des chaussures. Mmh. La perquisition, elle est faite aussi parce que nous avions eu un signalement du Crédit Lyonnais local où il y avait une guichetière qui trouvait que Roland Dumas déposait beaucoup de liquide. Elle avait fait un signalement et elle avait calculé qu'il avait déposé 10 millions de francs de liquide et elle ne comprenait pas d'où ça venait. Donc, elle avait rempli son obligation dans la lutte contre le blanchiment. Donc, nous avions ce signalement qui était quand même un drapeau rouge et nous savions aussi, ou nous suspections très fortement, que ce n'était pas la femme divorcée sans moyens et sans formation euh, qui avait obtenu cet appartement pour ses mérites. On pensait bien que c'était lié à, À sa à relation. à ses relations avec Roland Dumas. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que nous décidons de perquisitionner. Et cette perquisition a été formidablement fructueuse du point de vue de l'enquête, parce que dans cet appartement magnifique de la rue de Lille, que nous avions trouvé grâce à un renseignement anonyme et où nous avions pu remonter et démontrer que elle appartenait à une société offshore, donc toutes les possibilités étaient là, que ça soit vraiment à Christine Devier-Chancourt et peut-être Roland Dumas. Heu, Cet appartement de plus de 200 m² avait des œuvres d'art remarquables et les œuvres d'art remarquables sont répertoriées. Il y avait là une tapisserie de Flandre du XVIIe siècle, immense. Donc j'ai immédiatement su que nous allions retrouver qui l'avait vendu, qui l'avait payé. J'ai trouvé l'antiquaire et j'ai trouvé le chèque qui avait payé pour la tapisserie et c'était un compte genevois. J'ai pu faire une commission rogatoire internationale et nous avions, à travers cette tapisserie, trouvé une des caisses secrètes d'Elf. C'est-à-dire que ils avaient eu l'imprudence de faire les cadeaux sur le même compte que celui qui servait pour beaucoup d'autres cadeaux. Donc ça a été un point très important de l'enquête. Mais on va pas vous laisser tirer le fil comme ça, on va vous mettre des bâtons dans les roues et on va vous faire, payer votre enquête, d'abord par une campagne médiatique calomnieuse contre vous et votre action et là, c'était dans le but de vous obliger à renoncer. On peut penser que, en tout cas, c'était une très forte pression et la situation médiatique, elle va vraiment tourner avec Roland Dumas. Ouais, parce qu'arrive donc il y a des Ouais. menaces, Il y a c'est des juste il y a c'est des après des menaces. après, il y a le Ouais. procureur adjoint de la section financière qui vous dit: «Vous êtes en danger, vous devriez demander une protection policière». Cette protection policière, elle va durer plus de 7 ans en Mmh. tout lieu, 24 heures sur 24. Vous serez accompagné, par des policiers armés. C'était Ouais. l'enfer. C'est effectivement quelque chose de très intrusif dans votre vie. À l'époque, j'habitais à Bourret-sur-Juine. Nous avions une grande et belle maison, mais cette grande et belle maison, elle avait plus de 20 fenêtres et le service de sécurité
estimé qu'on ne pouvait pas la garder de l'extérieur. Elle était trop grande. Donc il, me gardait, la nuit en étant dans une pièce à côté de ma chambre. Donc ils se sont installés dans notre bibliothèque avec la mitrailleuse, tous les soirs posée sur la table. Donc c'est, effectivement assez dur à vivre. Mais bon, heu, c'était aussi, heu, des garçons et les gardes du corps, c'était vraiment un corps d'élite. Ils sont formés pour, être le plus discret possible dans votre vie et et efficace. Mmh. Et ces années elfes vont être également un calvaire pour votre, mari. Toute légèreté avait disparu de notre vie, Mmh. donc de vous. Il était, déprimé, il s'est alcoolisé et il finira par se suicider en 2001. Et quelques années, plus tard, un animateur, de télévision osera demander à 2 journalistes qui sont auteurs d'un livre à votre propos: «Pourquoi n'avez-vous pas dit qu'elle a assassiné, son mari?» Et vous, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Mmh. Ça fait pas sens. Mmh. Si vous voulez, ça en dit long sur lui et dans l'état où lui, il devait être. Je veux dire, le peu de frein qu'il avait. J'ai admiré la réponse des journalistes. C'était Mathieu Aron et Marie-France Etchegoyen. Ils l'ont répondu: «Nous l'avons pas écrit parce que ce n'est pas vrai». Donc pendant toute cette affaire, vous l'avez dit, votre hiérarchie, elle vous a soutenu, la justice a joué Ah oui, le rôle d'un pilier essentiel de l'état de droit. absolument. Je dois dire que j'ai eu le soutien, bon, d'abord de la jeune femme qui dirigeait, heu, l'instruction, qui était Claude Noquet, qui a vraiment tout fait pour qu'on ait les moyens pour nous soutenir. Nous avons eu le soutien du premier président de la Cour de cassation, qui était Guy Canivet, qui est devenu par la suite, juge, au Conseil constitutionnel et aussi du procureur, à la Cour d'appel de Paris, monsieur Nadal, heu et ça, c'est très clé parce que ces 2 personnes-là avaient le pouvoir de nous dessaisir de l'enquête. Parce que les avocats, faisaient tout le temps des demandes pour, que je sois dessaisie. Pardon. Et ils ont refusé. Ils ont refusé. Et donc après l'affaire Elf, vous êtes, repartis vous ressourcer à Oslo, dans votre pays, auprès de votre père et de vos 2 sœurs. «J'étais devenue si radioactive en France que je n'avais plus aucun avenir professionnel». Fin de citation. Mais votre combat contre la corruption et pour la justice fiscale, lui, va continuer, notamment en ce qui concerne les relations des pays occidentaux avec les pays africains et vous écrivez au final: «L'aide internationale versée pour le développement correspond à 10 des sommes illégalement détournées Mmh, grâce aux paradis fiscaux». oui. Ça, c'est un grand secret, d'ailleurs, ça n'est plus un secret, en tout cas, parce que nous sommes un certain nombre à travailler pour que ça change, mais c'est un combat que nous ne gagnons pas, malheureusement. Heu et c'est le système d'imposition des multinationales qui est un système de fin du 19e siècle et qui, permettait de distinguer le lieu de production des richesses des lieux, d'administration de l'entreprise. Donc assez rapidement, notamment les armateurs avaient compris qu'on pouvait mettre le siège, au Caire et avoir l'activité à Oslo et payer les impôts à Caire et au début, ça concernait très peu de monde et ça n'avait pas beaucoup d'impact macroéconomique. Mais peu à peu, ce système s'est répandu, ce qui fait qu'aujourd'hui, les dentistes, par exemple, beaucoup, ont des sociétés au Luxembourg qui financent les équipements et les bénéfices quittent la France. On voit maintenant des salons de coiffure avec le même système. Donc ça concernait au début, quelques sociétés. À partir des années 80, à partir des années Reagan, heu, où, l'ultralibéralisme revient, ça s'accélère vraiment et au jour d'aujourd'hui, on sait
que plus de 11 trillions de dollars sont gérés à partir des sociétés qui sont offshore. On a essayé de réagir, je dis on, le groupe des G20, c'est-à-dire les 20 pays les Les plus plus riches. importants, avait chargé l'OCDE en 2013 de réformer ce système d'imposition qui aboutit à ce que les multinationales ne payent pas d'impôts, toutes comme les individus riches. Mmh. Ils sont mis de 2013 à 2021 pour édifier un nouveau système qui portait le germe d'une vraie révolution, et notamment parce qu'on taxait globalement la multinationale et non pas filiale par filiale, ce qui mettait fin à cette possibilité de transférer les bénéfices dans des juridictions de peu d'imposition, comme je disais tout à l'heure. Malheureusement, donc Biden portait ce projet. Biden voulait un impôt minimal mondial de 21%. Et il était très conscient du fait, parce qu'il avait fait, lui, un grand projet de renouvellement des infrastructures, par exemple, aux États-Unis. Mmh. Mais l'arrivée de Trump, évidemment, a mis fin à ce grand projet. Et aujourd'hui, nous sommes revenus un peu en arrière, notamment parce que les États-Unis ne font pas partie de ce système qui s'appelle le BEPS. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'Assemblée générale de l'ONU a décidé que l'ONU doit établir une convention cadre d'imposition pour les multinationales qui tient compte des intérêts aussi des pays en voie de développement. Parce qu'il faut bien être conscient que le système tel qu'il fonctionne depuis maintenant 70 ans est une forme de colonialisme par d'autres moyens. Nous sommes des prédateurs. Nous appréhendons les ressources des pays en voie de développement dans notre propre intérêt. Et en ce faisant, nous créons un monde complètement déséquilibré. Et vous, en 2005, du coup, vous constituez un réseau de chasseurs de corruption, Corruption Hunters Network, et vous dites d'ailleurs que ça vaut toutes les décorations de la Terre. Alors après la mort de votre père, en 2008, vous décidez de revenir en France. Et Daniel Cohn-Bendit va jouer un rôle important pour votre engagement chez les Verts, qui va vous mener au Parlement européen en 2009. Là, vous avez l'air très complice, des cas, et joli. Oui. Et la grande particularité de ce Parlement, vous dites que c'est l'art du compromis. Et pendant mes 5 années de mandat, j'ai œuvré pour que les systèmes fiscaux améliorent les ressources propres des pays en développement. Donc vous tirez un bilan positif de ces 2 mandats? Absolument. Pendant le premier mandat, je présidais la commission de développement. Là, je remontre aussi votre affiche Ah oui. de Je campagne. dois dire que la rencontre avec Danny Cohn-Bendit, c'était comme retrouver un frère. D'abord, c'était un héros de ma jeunesse. Et 68. 68, oui. Et trouver que nous avions des combats communs, c'était très joyeux. On a fait une campagne 2009 incroyable. Jamais les écolos avaient fait des résultats pareils. Mmh. On a battu en région parisienne et en PACA les socialistes, par exemple. On a fait plus de 30. On a fait une moyenne nationale de 16,6, mais à Paris, on était bien plus fort, et à PACA aussi. Et donc, je pense qu'on a porté un vent nouveau. Il y avait aussi José Bové et Karima Deli. Et alors après ce moment de satisfaction au Parlement européen, arrive à nouveau une période difficile, qui est la campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Là, on voit votre campagne pour l'élection, où les Verts vous ont préféré comme candidate à Nicolas Hulot. Ouais. Et la campagne a été harassante et elle s'est mal terminée avec les dirigeants des Verts qui ont négocié sans vous avec l'ancien président François Hollande. Oui, mais bon, si vous voulez, moi, je n'étais pas une professionnelle de la politique. C'est aussi les limites de la société civile qui veut devenir politique. Moi, j'estimais que j'avais des atouts, que j'avais des qualités qui pouvaient faire que je tenais le choc et que je pouvais devenir, en tout cas,
personne ne pensait qu'un écolo allait devenir président. Donc l'enjeu était de porter la parole, heu, Écologique. écologique pendant la campagne. Et en fait, ça a été très difficile parce que les intervieweurs ne s'intéressent pas au sujet écologique. Ils, s'intéressent, à la dernière déclaration de Nicolas Hulot, qui n'était pas content parce qu'il avait pris un seau d'épluchure sur la tête, par exemple, Mmh. et qu'il râlait pour ça. Donc c'est c'était très souvent la petite phrase. Et ensuite, j'ai aussi une grande responsabilité parce que comme juge, j'avais la mauvaise habitude de vouloir raisonner, de vouloir expliquer pourquoi les choses. Donc en fait, les hommes politiques, ils prennent pas cette peine. Ils affirment que lorsqu'ils seront au pouvoir, ils payeront moins d'impôts, par exemple. Moi, je dis que lorsque je serai au pouvoir, vous payerez plus d'impôts parce qu'il va falloir que je finance la transition énergétique. Mmh. Et d'ailleurs, après cela, vous avez écrit: «Moi, je crois pouvoir affirmer, mon ennemi, c'est vraiment la finance, contrairement à d'autres». Comment vous pensez, comment vous jugez l'évolution, actuelle de la politique mondiale qui est marquée par la montée de l'extrême droite, nationaliste, xénophobe, qui remet en cause l'état de droit et les droits des femmes? Moi, je c'est épouvantable, c'est-à-dire que c'est un recul de civilisation. On voit les ignares prendre le pouvoir et où finalement l'identité du groupe est plus important que la République et les valeurs, républicaines, et surtout nous savons où ça mène. Je veux dire, quand vous créez, l'opposition entre les gens, quand vous opposez les musulmans aux catholiques, quand, heu, quand vous dites lorsque, quand vous parlez de reconduite et que vous pensez que vous allez, heu, enlever de leur pays les descendants des migrants, mais c'est épouvantable. Vous préparez la guerre civile. Et donc je trouve que, cette période où on nie le réel. Je me rappelle, il y a 10 ans, on disait que lutter contre le changement climatique, c'est 1% du PIB, 2% du PIB, ça avançait un peu tous les ans. Vous savez quel est le prix aujourd'hui? C'est 50% du PIB. C'est-à-dire, nos dernières 15 années d'inaction coûtent horriblement cher et nous devons bien un jour nous y mettre. Et ce n'est pas parce que cette droite-là a réussi à ringardisser l'écologie que les problèmes vont disparaître. Et on le voit, notre dépendance au pétrole, là, elle va manquer le pétrole. On va avoir, des problèmes de ressources. Peut-être que cette manque va accélérer, la mise en place des énergies renouvelables que nous aurions dû faire il y a très longtemps. Mais vous voyez, c'est la politique de l'autruche de ne pas s'en occuper Oui. et de penser que le tri des poubelles suffit. Tenir, ne pas flancher a été la règle de votre vie. Aujourd'hui, Eva Joly, vous êtes toujours, au combat? Oui, ah, et je suis très contente de ce combat, que je continue par d'autres moyens. Je suis avocate maintenant. Oui, c'est pour ça qu'on on Ah, vous voit avec votre fille. j'ai le bonheur d'avoir été acceptée, dans la structure où travaille ma fille, où ma fille est partenaire, et nous avons fait ensemble, par exemple, nous avons obtenu la condamnation pour blanchiment de fraude fiscale de McDonald's de 1,3 milliard. C'est une première mondiale. Je veux dire, ce qu'on n'a pas réussi à faire avec les textes au Parlement européen, ma fille et moi, nous avons réussi à le faire contre une entreprise avec un code, un stylo ou une machine, avec un ordinateur, et l'enquête faite évidemment par le PNF. Nous avons d'autres clients multinationales. Nous sommes en train de démonter pareil leurs mécanismes. Nous démontrons qu'ils ne respectent même pas les petites règles de l'OCDE, et normalement, si tout va bien, ils seront aussi soit renvoyés ou ils signeront une convention d'intérêt public de plusieurs milliards.
Merci beaucoup, Eva Joly, d'être venue. Merci à vous et merci à vous tous de votre attention et on vous dit à très vite sur YouTube Première de France 24. Merci à vous tous.